suis Armand Galechat, RC de chimie, et aujourd'hui nous avons préparé une petite vidéo sur un exercice de thermodynamique. Mais avant cela, nous allons faire un petit rappel de cours sur le cycle de Lewis. Alors, lors d'une réaction chimique, nous avons les réactifs à une température TI, T initiale, ce qui va nous donner des produits à une température TF, T finale. Pour cela, nous allons passer par ce qu'on appelle une enthalpie H de réaction, que nous allons noter delta RH1. Ce que nous ne connaissons pas, cette valeur. Donc nous allons passer par un état intermédiaire. Alors, je vais le noter int à une température, donc T intermédiaire. Pour ensuite retrouver nos produits. À travers cela, nous allons donc passer par une enthalpie de réaction que nous allons noter delta RH2 et delta RH3. Et pour trouver cette valeur, c'est tout simplement la somme des deux autres enthalpies de réaction. Delta RH1 égale à delta RH2 plus delta RH3. Et donc ça, c'est écrit dans votre cours, c'est le cycle de S. Il faut bien que vous reteniez ce schéma, car c'est la base de tous vos calculs. Bon, maintenant que le rappel de cours est fait, nous allons passer à la partie exercice. Bon, maintenant, le but de l'exercice va être de connaître la température de flamme adiabatique. Mais notre premier item nous demande si la réaction est exothermique à 298 Kelvin. Si on regarde votre deuxième item, on vous demande l'enthalpie de réaction. Et il va d'abord falloir calculer l'enthalpie de réaction, comme c'est dit dans votre cours, pour savoir si la réaction est exothermique à 298 Kelvin. Pour cela, durant notre réaction, donc on a du monoxyde de carbone sous état gazeux, plus 1,5 de O2, plus 2N2, ce qui va nous donner, elle est écrite en haut du tableau, du dioxyde de carbone gazeux plus 2N2. Bon. En reprenant le cycle de S que nous avons vu juste avant, pour trouver le delta RH, notre enthalpie de réaction, nous allons devoir passer par un état intermédiaire. Lors de cet état intermédiaire, nous allons donc avoir un atome de carbone qui, en état standard, c'est C graph, plus du dioxygène à l'état gazeux, plus 2 molécules de diazote. Pour ensuite retrouver les réactifs. Donc, pour cela, nous allons déformer le monoxyde de carbone. Nous allons donc écrire moins l'enthalpie de formation, puisque nous déformons, du monoxyde de carbone. Okay. Et de l'autre côté, nous allons reformer du CO2 sur cette base-là. Donc pour cela, nous allons écrire le petit plus, qu'on n'écrit pas, puisqu'en maths on n'écrit jamais plus, l'enthalpie de formation du CO2. Et comme je vous l'ai montré dans le rappel juste avant, pour trouver l'enthalpie de réaction, nous faisons la somme des enthalpies de formation. Donc, l'enthalpie de réaction est égale à moins delta F. On fait attention au signe, du monoxyde de carbone, plus l'enthalpie de formation du CO2. Okay. On applique les valeurs, ici. Donc, moins delta F1 du CO, donc c'est moins 100, moins, bah, c'est 110. Moins 393, ce qui nous fait moins 283. Et ici, on est en kilojoules par mol, donc moins 283 kilojoules par mol moins 1. Attention, dans l'item 2, on vous donne bien cette valeur, moins 283, sauf que c'est écrit les joules par mol. Alors que
la bonne unité, c'est des kilojoules par mol. Donc l'item 2 est faux. Ici, pour répondre à l'item 1, on nous demandait si la réaction était exothermique à 298 Kelvin. Ici, on a bien le signe négatif. Donc la réaction est exothermique, je vais inventer pour thermique. Et donc, l'item 1 est correct. Bon, alors, pour l'item 3, 4 et 5, nous allons chercher la température de flamme adiabatique. Déjà, dans l'item, nous avons une information importante, adiabatique. Cela implique qu'il n'y a pas d'échange de chaleur. Donc, le Q, qui représente la chaleur, est nul, qui est égal à 0. Prenons sur notre cycle de S. Ceci, c'est ce que je vous ai dessiné juste avant. Avec ici l'enthalpie de déformation du monoxyde de carbone, et ici l'enthalpie de formation du CO2, du dioxyde de carbone. Donc nous avons bien la TRH. Pour la température de flamme adiabatique, nous allons devoir donc trouver tout simplement la température finale à laquelle se fait cette réaction. Pour ça, il va donc y avoir une variation de température à travers la capacité thermique que l'on va donner Cp, qui est dans vos données, delta T, tout simplement. De gauche à droite, nous avons la réaction, et de bas en haut, une variation de température. Ici, on a TI, en haut, nous avons TF. Alors, ici, nous avons donc delta H. Attention à ne pas confondre avec le delta RH. Le delta H, il est égal à Q, qui est lui-même égal à 0. Et pour cela, nous allons faire une petite parenthèse, démonstration. Petite parenthèse pour connaître la valeur de delta H. Donc, delta H est égal à, c'est écrit dans votre cours, la variation d'énergie interne, delta U, plus delta PV. Alors, le delta U, il va être égal à moins P delta V plus Q, la chaleur. Et ensuite, nous développons cette partie-là. Alors, ceci correspond à l'énergie interne, à la variation de l'énergie interne. Et nous avons ensuite donc V delta P plus P delta V. Alors, pour les plus rapides d'entre vous, vous aurez remarqué que ces deux s'annulent et que la variation de pression étant nulle, elle est donc égale à 0. Il nous reste donc Q. Et comme nous sommes en condition adiabatique, Q est égal à 0. Donc, si on avance un petit peu, la variation d'enthalpie est égale à 0, elle est nulle. C'est donc fini pour cette parenthèse. Nous savons donc maintenant pourquoi la variation d'enthalpie est nulle. Alors, notre but pour connaître la température de flamme adiabatique, c'est de connaître la température finale, TF. Pour ça, nous allons développer le delta H, qui est égal à 0. Donc, nous allons essayer de calculer le delta H, qui va être égal à la somme des autres particules, donc l'enthalpie de réaction plus Cp delta T. Le Cp, pour le trouver, nous allons faire la somme donc, des capacités thermiques de nos produits. Donc, le Cp va donc être égal au Cp du CO2 plus, excusez-moi, 2 fois le Cp du N2. Attention aux coefficients stoichiométriques. Donc, nous avons ensuite P du CO2 qui est égal à 37,4 plus 2 fois le Cp du N2, 27,2. Ce qui nous fait 91,8. Alors ceci, si on regarde bien l'unité, c'est en joules par Kelvin-1 par mol-1. Alors,
Vous l'avez peut-être remarqué, ça a changé, j'ai rajouté des petits zéros car nous sommes dans les états standards. Attention à ne pas les oublier. Donc maintenant que nous avons la capacité thermique, nous allons développer cette formule pour connaître la température finale qui se situe à l'intérieur du delta T. Nous allons développer ça, ce qui nous fait delta RH, attention au petit zéro, puisque nous avons le standard, ici, plus c'était 0, et donc ici on a donc la température finale moins la température initiale. Okay. Donc si on développe et qu'on déplace de chaque côté, étant donné que l'enthalpie standard est égale à 0, ça va nous faire CPTF qui est égal à moins delta H sur petit 0 dans le standard plus CPTI. On isole la température finale, donc cela nous fait moins delta RH 0 sur CP plus TI. Et maintenant que nous avons fini avec l'écriture littérale du calcul, nous pouvons appliquer les valeurs numériques pour trouver le résultat. Donc, ça nous fait, là on garde le moins, ici attention, le TH est négatif, donc il fait moins 283, et nous sommes en kilojoules par mol. Le CP est en joules par Kelvin par mol. Donc, nous mettons à la puissance 10 puissance 3 pour se retrouver en joules et non en kilojoules. Nous divisons donc par le C, 91,8 kilojoules plus la température initiale qui était de 298 Kelvin. Et cela nous fait 3380 Kelvin. Et donc ceci, c'est votre température en flamme mathématique. Donc l'item 5 était vrai, et l'item 3 et 4 sont tous les deux faux. Alors vous les avez peut-être trouvés en faisant votre calcul, car il suffit simplement de se tromper sur un signe, donc il faut faire très attention aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que ça peut paraître compliqué, mais accrochez-vous, ça va le faire. Bon courage.